Merci beaucoup. On passe à la deuxième présentation. Professeur Naïnia Khalila traitera les troubles de conscience non traumatiques chez l'enfant. Professeur Naïnia est enseignante à la faculté de médecine et pharmacie d'Agadir. Donc, merci encore une fois pour la magnifique organisation de ces journées. Merci pour nos chers maîtres qui nous ont honorés par leur présence. Alors, maintenant, on va échanger autour des troubles de conscience non traumatiques aux urgences pédiatriques. Je souhaite bien que cette séance soit interactive pour profiter de... Pour profiter de cette... Merci. Donc, pour profiter de la présence de nos confrères, consoeurs et nos maîtres, et je souhaite principalement que nos chers résidents d'Agadir profitent de cette occasion pour poser toutes leurs questions, profiter de la présence de nos maîtres et exprimer leurs questions, mais également leurs inquiétudes. Alors, on va échanger autour des troubles de conscience non traumatiques aux urgences pédiatriques. Déjà sur le titre, allons prouver que c'est non traumatique. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Urgence pédiatrique, ce n'est pas disponible dans tous les hôpitaux. On parle des CHU, mais au niveau des autres structures hospitalières, c'est le médecin généraliste qui fait l'accueil. Donc, on doit penser à la formation également des médecins généralistes pour l'accueil des enfants avec troubles de conscience. On va suivre un plan... Le voilà. Introduction, on va définir les notions, la terminologie liée aux troubles de conscience, les différentes méthodes pour évaluer les troubles de conscience. On va rappeler des règles de l'accueil aux urgences pédiatriques avant de passer au vif de la prise en charge de l'enfant avec des troubles de conscience aux urgences avant de retenir quelques messages. Alors, les troubles de conscience chez l'enfant, c'est une présentation aiguë et courante chez l'enfant. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique, mais le grand souci, c'est que c'est un signe qui n'est pas du tout spécifique. Il peut se voir dans différentes pathologies infectieuses, métaboliques, tumorales ou autres. Finalement, c'est le stade ultime de toute pathologie dans sa forme sévère. L'enfant, il va présenter des troubles de conscience. La mortalité du coma non traumatique, elle est élevée, elle peut aller jusqu'à 60%. Ça varie en fonction de l'âge, de l'étiologie, de la qualité de la prise en charge initiale, mais également de la présentation clinique initiale. Les séquelles neurologiques également, elles sont importantes. Donc, tout retard de prise en charge, il aura des conséquences graves. Pour bannir ces conséquences, on est obligé de mener une prise en charge adéquate, c'est-à-dire première règle, diagnostic, exploration et traitement, ils doivent être menés de manière simultanée et durant la première heure. L'objectif de cette prise en charge, c'est d'abord de stabiliser l'enfant, déterminer la cause et la traiter, mais surtout, pas surtout, mais à pied d'égalité, prévenir les conséquences. On a vu avec le professeur Boros les lésions qui sont secondaires. Donc c'est juste pour exposer la diversité des étiologies. Et déjà, au début, je vous dis qu'on va parler de l'enfant, le score des enfants qui ont des scores de Glasgow inférieurs à 15, ou bien qui répondent uniquement à la voix ou à la douleur, ou qui ne répondent pas du tout. On ne va pas parler du nouveau-né, c'est un contexte à part. L'accouchement peut être un traumatisme, donc c'est difficile de faire la part entre les deux entités. Les enfants qui ont des conditions qui les exposent à des épisodes de troubles de conscience, notamment, par exemple, l'enfant diabétique ou bien l'enfant épileptique, ils ont des prises en charge qui sont à part et bien codifiées, et les enfants qui ont des états de base avec des scores de Glasgow inférieurs à 15, dont la prise en charge est vraiment à part. On va commencer par quelques définitions, et commençons déjà par la définition de la conscience. La conscience est une variable physiologique continue, mais qui dépend de deux systèmes. Elle dépend du système d'activation réticulaire et des deux cortex cérébraux. C'est-à-dire, pour avoir une conscience normale, on doit avoir une bonne fonction du système d'activation réticulaire, mais également des deux cortex cérébraux. On peut déduire qu'une lésion focale cérébrale de l'hémisphère cérébral, elle ne peut pas se compliquer de troubles de conscience, donc on doit aller creuser plus loin. La conscience est composée de deux composantes. On a la perception consciente de l'environnement et de soi-même, qui peut être évaluée par la réponse motrice à la stimulation,
La structure responsable, c'est le réseau fronto-pariétothalamique et l'éveil qui peut être évalué par l'ouverture des yeux. Et là, c'est le tronc cérébral et l'hypothalamus, c'est-à-dire le système d'activation réticulaire qui est responsable. Alors, je passe rapidement. Donc, coma, c'est l'absence de vigilance et d'éveil, c'est-à-dire des deux composantes, avec un score de Glasgow inférieur ou égal à 8/15 et une durée qui est supérieure à 1 heure. État végétatif, on a un enfant qui est éveillé, mais qui n'est pas conscient. Donc, le rythme veille-sommeil, il est respecté, mais il n'a pas de réponse motrice. Par contre, l'état de conscience minimal, on a une altération sévère de la conscience, mais l'enfant, il garde un comportement de conscience vis-à-vis de lui-même, c'est-à-dire il peut répondre à une stimulation, il peut avoir une réponse émotionnelle qui est adaptée. Par contre, la mort cérébrale, c'est une absence permanente de toutes les fonctions cérébrales. Dans les fonctions du tronc cérébral, elle va se manifester par un coma irréversible, apnée, absence de réflexe du tronc cérébral. Alors, comment on peut faire la part entre ces différentes entités? Si l'enfant est inconscient, donc l'enfant est conscient? Non. Donc, on va voir, est-ce que les réflexes du tronc cérébral sont présents ou non? Est-ce que l'enfant est apnéique? Si les deux elles sont absentes, c'est-à-dire l'enfant il est inconscient, il est apnéique, les réflexes du tronc cérébral elles sont abolis, on est plutôt dans la mort cérébrale. Sinon, on doit vérifier est-ce que l'enfant garde un cycle veille-sommeil. Là, l'enfant il est en état végétatif, mais s'il ne le garde pas, il est plutôt dans un état de coma. Alors, de toute façon, je vous rassure, les 3 dernières définitions, c'est-à-dire état végétatif, état de conscience minimal et mort cérébrale, c'est principalement des enfants qui seront vus au niveau de la réanimation. Et au niveau des urgences, on va voir principalement des enfants au stade de coma. Évaluation des troubles de conscience. Comment on va évaluer les troubles de conscience? Le score le plus connu, le plus connu et le plus reconnu, c'est le score d'Apgar. Mais là, puisqu'on parle d'enfants, il doit être adapté à l'enfant. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Apgar. Parce que vous êtes devant moi. Je vous... D'accord, je l'ai exclu. D'accord. Je l'ai exclu. D'accord. Donc, le score de Glasgow qui doit être adapté à l'enfant. Donc, le score de Glasgow adapté à l'enfant, il va traiter également les mêmes items, c'est-à-dire l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Pour les enfants qui sont âgés de plus de 5 ans, ça va rejoindre l'adulte. Pour les enfants qui sont âgés de moins de 5 ans, pour l'évaluation de l'ouverture des yeux, c'est la même chose par rapport à l'adulte. Et entre les deux, c'est la réponse verbale qui va varier. Alors, on peut se servir du score de Glasgow pour évaluer l'importance des lésions cérébrales. Professeur Borros a déjà donné cette notion. Et puis, il y a un score qui est plus facile, mais qui est moins précis, qui est la VPU. On dit uniquement, est-ce que l'enfant répond spontanément et normalement? Est-ce qu'il répond à la stimulation verbale? Est-ce qu'il répond à la stimulation douloureuse? Ou bien il ne répond pas du tout? Il y a d'autres scores qui sont principalement utilisés pour les enfants qui sont sous ventilation. Il essaie d'évaluer la fonction motrice à part, la fonction du tronc cérébral à part, la respiration, c'est-à-dire ils font la part entre l'évaluation des différentes structures responsables de la conscience. On peut en passer. Alors je pense que c'est très important de commencer par un rappel des règles de l'accueil aux urgences pédiatriques. Ça nous permettra de mieux traiter le sujet dont on parle aujourd'hui. Alors, première règle. D'abord, identifier les patients urgents. Un enfant qui a des troubles de conscience, il ne doit pas attendre la salle d'attente avec les autres. Comment on peut les identifier? C'est par le magnifique triangle d'évaluation aux urgences pédiatriques. Ce triangle, il va nous permettre, rien que par l'inspection, d'identifier rapidement les enfants qui nécessitent une consultation immédiate. Est-ce qu'il y a une détresse respiratoire? Il va permettre de répondre aux 3 questions. Est-ce qu'il y a une détresse vitale? La nature fort probable, qui n'est pas définitive, de cette détresse vitale, et la thérapeutique qu'on doit commencer en urgence. Après, on fait le triage, on fait rentrer le patient en fonction de l'urgence, mais chez le médecin, l'évaluation doit commencer toujours par l'évaluation des fonctions vitales. L'enfant, il est admis pour trouble de conscience, mais voilà, trouble de conscience, c'est D.
On doit toujours commencer par le A, quel que soit le motif et quel que soit le type d'urgence identifié au niveau du triage. Le A, c'est la libération des voies respiratoires supérieures. Après, c'est l'évaluation de la respiration et l'oxygénation. C, c'est la circulation. Et D, et enfin, on va voir le niveau de conscience. À chaque niveau, on doit faire des corrections, réévaluer et continuer l'évaluation. Donc, évaluer, décider, agir et puis réévaluer avant de passer à l'étape suivante. Hop, hop. Troisième règle, dès qu'une urgence est identifiée, il faut alerter. Il faut alerter, il faut agir et on doit se dire qu'on doit mener les 4 interventions de manière simultanée. Interroger, examiner, explorer et traiter. Simultanée. La maman a raison jusqu'à preuve du contraire. Alors, et surtout, c'est une règle qu'on doit toujours se rappeler, c'est résister à la tentation de faire suivre la plainte par une réponse immédiate. C'est pas parce qu'il a des troubles de conscience, scanner, détresse respiratoire, radiothorax. Donc, on doit suivre une certaine logique. Les signes positifs ont plus de valeur que les signes négatifs. Donc, on n'a pas besoin, donc ça, c'est quoi ça? Grenouille. Donc, on n'a pas besoin d'avoir la forme d'une grenouille, la couleur d'une grenouille, l'avoir sauté devant les yeux pour dire c'est une grenouille. Et là, on retient le diagnostic et on commence le traitement. Un diagnostic n'élimine pas les autres. Donc, il faut explorer toute la forêt. D'accord? Et enfin, on arrive à la prise en charge de l'enfant avec des troubles de conscience aux urgences. Alors, il faut se mettre d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord sur... Il n'y a pas d'interaction. Est-ce que c'est parce que je vais vite? Je me rends compte. Je vais vite? D'accord, merci beaucoup. Donc, si on veut mener tout en même temps... Ah, d'accord. D'accord. Donc, pour faire tout ça en même temps, organiser le travail de toute l'équipe, on est bien conscient que devant toute urgence, on doit avoir un algorithme, on doit avoir un guideline. Il y en a plusieurs, il faut se mettre d'accord. Chaque équipe, sur le plan national, on a déjà un guide national, équipe par équipe, puisque chaque équipe est plus en connaissance de l'état des lieux et des moyens disponibles. Alors, la première étape, c'est l'évaluation ABCD et le monitorage. Donc, l'ABCD, on en a déjà parlé. Devant tout enfant qui a un score de Glasgow inférieur à 15 ou bien l'évaluation rapide, il est au stade de VP ou il ne répond pas du tout, on commence par l'évaluation. Et puis, la mise en condition, on donne de l'oxygénothérapie, libération des voies respiratoires supérieures, bien sûr, la mise en condition, la décision qui doit être prise à ce stade, à quel moment on doit indiquer l'intubation dès son admission. Donc, c'est soit en fonction de l'état respiratoire, il a des besoins élevés en oxygène malgré la libération des voies respiratoires supérieures, malgré l'oxygénothérapie, l'enfant ne corrige pas sa saturation en oxygène, ou bien c'est en fonction de l'état circulatoire, l'enfant a besoin après deux remplissages, l'enfant il n'a pas corrigé son état circulatoire, on doit penser à l'intuber, ou bien devant l'état neurologique, un score de Glasgow inférieur ou égal à 8, ou bien une détérioration rapide du score de Glasgow, ou bien si on a des signes d'hypertension intracrânienne. Et après, en parallèle, bien sûr, le monitorage de la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation artérielle en oxygène, la pression artérielle, la température, le CG, on doit surveiller l'évolution du score de Glasgow et on doit commencer la collecte des urines. Et là, je vais ajouter tout de suite la glycémie capillaire qui doit figurer parmi les examens de première intention dès l'admission. Après ABCD, on doit mettre la glycémie capillaire. Et bien sûr, toujours la règle, évaluer, décider et agir. Après, on va chercher les problèmes ci-dessous, les voilà. Deuxième étape, c'est prélèvement et interrogatoire. Les prélèvements, il y a des prélèvements qui sont à prélever systématiquement. Systématiquement, c'est un cas particulier, il n'y a pas de systématique, mais là, on est aux urgences, il y a des prélèvements à faire systématiquement, sauf pour les post-traumatismes et après la première heure, après la convulsion. Donc, la glycémie capillaire, on l'a déjà vu, les gaz du sang, l'examen des urines par bandelette urinaire au lit du malade, la glycémie
veineuse, même si la glycémie capillaire est normale, l'urécréatine et les électrolytes, la fonction rénale et transaminase, l'ammoniémie, malheureusement elle n'est pas disponible dans nos structures, la numération de la formule sanguine, la culture du sang et bien sûr les prélèvements du sérum, des urines à conserver. En parallèle, on doit faire un interrogatoire rapide pour regrouper des arguments en faveur de telle ou telle orientation. Qu'est-ce qu'on doit chercher comme élément? Déjà, le mode d'installation est toujours se rappeler, interroger, mais la maman a raison jusqu'à preuve du contraire. On cherche le mode d'installation, vomissement, notion de vomissement, de céphalée, de fièvre, convulsion, altération antérieure de l'état de conscience, notion de traumatisme, pourvu que ça soit avoué, ingestion de drogue ou disponibilité de médicaments dans la maison, antécédents de consanguinité, antécédents de décès dans la famille, et après... Fini? Pas en première intention. Pas en première intention. Parce qu'il y a beaucoup plus. On n'a pas encore. Rappelez-vous qu'on n'a pas encore éliminé ni la méningite, ni le sepsis. On a plein de choses à éliminer avant. D'accord. Et après, en parallèle, on a l'examen de l'enfant. L'examen de l'enfant, initialement, on doit faire un examen qui est rapide pour évaluer rapidement l'état de l'enfant. Oui. Alors, c'est quoi l'intérêt de la bandelette urinaire? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, après 2 plaques, je vais vous reposer la question et c'est vous qui allez répondre. D'accord? Très bien. Alors, pour l'examen de l'enfant, qu'est-ce qu'on va chercher? La première étape, on doit chercher est-ce que cet enfant présente des signes de focalisation neurologique et des signes d'irritation méningée? Est-ce qu'il présente des signes d'irritation méningée, mais pas de signes d'irritation neurologique? Est-ce qu'il ne présente ni signes de focalisation méningée, ni signes d'irritation de focalisation neurologique, ni signes d'irritation méningée, et faire un examen exhaustif complet. Voilà, la ponction lombaire. Peut-être qu'on va se poser à ce stade-là, vous ne vous êtes pas posé la question de ponction lombaire. D'accord. On peut se poser à ce stade la question de ponction lombaire. Est-ce qu'on la réalise à ce stade ou non? Donc, on sait qu'on doit y penser, mais à quel stade on va y penser? D'abord, rappelons un peu ce qu'on doit faire avant de faire la ponction lombaire. D'abord, on doit éliminer les contre-indications de la ponction lombaire. Est-ce qu'à ce stade, on a éliminé les contre-indications de la ponction lombaire? Et ne pas retarder un traitement. Donc, on ne va pas retarder un traitement, justement, si on a des contre-indications, on ne va pas retarder le traitement pour une ponction lombaire. Les indications, c'est principalement le sepsis, des signes de méningite bactérienne, encéphalite herpétique, méningite tuberculeuse, ou bien si la cause, à la fin, elle va rester inconnue. Mais surtout, on doit éliminer les contre-indications. Un score de Glasgow inférieur ou égal dans ce contexte, les contre-indications dans ce contexte. Un score de Glasgow inférieur ou égal à 8, des signes neurologiques focaux ou une posture qui est anormale, des crises prolongées, crises convulsives prolongées durant les 10 minutes ou plus, un état de choc. Si on est devant un tableau de méningococcie systémique évident, ce n'est pas la peine d'y penser. Signes d'augmentation de la pression intracrânienne, notamment des pupilles, anomalies à l'examen des pupilles, une bradycardie, hypertension, schéma respiratoire anormal qui finalement tous orientent vers des signes d'augmentation de la pression intracrânienne. TDM cérébral, est-ce qu'on va y penser à ce stade ou non? Donc, je pensais un peu tôt de déplacer un enfant dans cet état pour faire un scanner cérébral, alors que par le scanner cérébral, on va y penser uniquement si on a des signes d'hypertension intracrânienne, abcès cérébral, ou bien si la cause reste indéterminée. On va y penser, mais pas à ce stade. Donc, retenir la main pour ne pas répondre, ne pas faire suivre toute plainte par une intervention non pensée. Alors, troisième étape, c'est identifier tous les problèmes. Et là, c'est tous les problèmes. Rappelez-vous de l'arbre qui cache la forêt. Ce n'est pas parce que l'enfant il a un sepsis,
ou bien on trouve déjà la première étape une hypoglycémie, on ne va pas traiter l'hypoglycémie et attendre les 10 minutes pour voir est-ce que l'enfant va se réveiller après correction de l'hypoglycémie. Donc tout doit être, rappelez-vous également du cercle. On doit évaluer, on doit décider, on doit agir et évaluer, c'est un cercle continu. Donc on doit identifier tous les problèmes. État de choc, sepsis, traumatisme, on doit y penser même s'il n'est pas rapporté initialement. Penser aux maladies métaboliques, l'hypertension intracrânienne, les infections intracrâniennes, les convulsions prolongées, un état de mal non convulsivant, l'hypertension artérielle et à la fin se dire est-ce que la cause reste inconnue et là, voilà, on va penser la gestion de drogue et les causes inconnues, après avoir éliminé toutes ces listes. Voilà. Et la gestion de ces anomalies, elle doit également être faite de manière simultanée et non pas successive. Alors, je pense il y a... Voilà, premier problème à éliminer, à diagnostiquer, c'est l'état de choc. Et c'est une situation qui est très fréquente. Enfant qui a des troubles de conscience, mais qui a également les signes de choc. Et là, regardons ça. Devant un enfant qui a des troubles de conscience, on a besoin d'un élément au plus. Rappelez-vous du grenouille. On n'a pas besoin de tous les éléments pour dire attention, c'est l'état de choc, c'est-à-dire des signes d'hypoperfusion périphérique, une tachycardie. On ne va pas bien sûr attendre l'hypotension artérielle puisque l'hypotension artérielle c'est un signe imminent d'arrêt cardiovasculaire, on ne va pas l'attendre. Et la diminution du débit urinaire. Rappelons-nous qu'on a déjà décidé de commencer la collecte des urines dès l'admission. Après ABCD, on a décidé de collecter les urines. Donc, deuxième élément à rechercher, c'est le sepsis. Et là aussi, devant un enfant qui a des troubles de conscience, on a besoin de deux éléments au plus. Anomalie de la température, augmentation ou diminution, une tachycardie, une polypnée, anomalie de la formule sanguine ou bien un rash. Le traumatisme, on ne peut pas l'éliminer facilement, surtout chez le nourrisson, le bébé secoué. On va chercher des éléments en faveur des points d'impact, des ecchymoses, mais chez le nourrisson, c'est difficile. Reste le périmètre crânien, palpation de la fontanelle, est-ce que l'enfant est pâle pour avoir une petite orientation. Et voilà. Alors l'acidocétose diabétique, c'est déjà la 4e sur la liste. Glycémie capillaire, bandelette urinaire, on a de l'acétone. Le pH, malheureusement, c'est pas disponible, on l'a pas, mais les troubles de conscience, c'est un signe d'acidose en plus de la polypnée. L'hypoglycémie également, c'est la glycémie capillaire définie par une glycémie inférieure ou égale à 0,47. Et si on a des glycémies qui sont inférieures à 0,67, on doit penser à doser la glycémie, à vérifier la glycémie veineuse, voire la récupérer en urgence puisqu'on l'a déjà faite. On peut avoir des situations où on a une acidose, on a de l'acétone dans les urines, mais on n'a pas une hyperglycémie. Là, c'est une situation à part. On va discuter principalement des maladies métaboliques et l'hyperammoniémie. On ne peut l'identifier que sur les bilans, une ammoniémie supérieure à 200. Infection neuroméningée, l'infection bactérienne, on a des scores, donc soit qu'on a les signes d'irritation méningée qui sont évidentes, mais généralement c'est plus évident chez le grand enfant. Chez le nourrisson, on doit chercher la fontanelle antérieure qui est bombante, notion d'irritabilité, de refus de téter. Les signes en faveur de l'herpès simplex, on doit toujours se poser la question, est-ce que ça peut être un herpès simplex devant des signes focaux, des convulsions partielles, un contact avec l'herpès. Des signes de méningite tuberculeuse, malheureusement, on en voit toujours, surtout des nourrissons avec des méningites tuberculeuses, devant le caractère subaigu de l'installation. L'abcès, des signes d'hypertension intracrânienne, des signes de focalisation neurologique. Une augmentation de la tension, une hypertension intracrânienne on peut l'identifier, soit on a un œdème papillaire, soit on a des arguments cliniques en faveur, notamment une diminution de la conscience, une respiration anormale, des anomalies à l'examen des pupilles, anomalies de posture et les anomalies, le réflexe céphalo-oculaire. Normalement, chez un enfant qui a le tronc cérébral qui est fonctionnel, lorsqu'on va détourner la tête, les yeux, ils vont partir la direction contralatérale, alors que l'enfant comateux avec atteinte du tronc cérébral, les yeux, ils vont suivre
les mouvements de la tête. Donc, vous avez compris pourquoi on va faire la bandelette urinaire. D'accord. L'hypertension, malheureusement, continue à faire des diagnostics d'hypertension artérielle au stade de complications neurologiques. Donc, il est facilement diagnosticable, juste il faut vérifier par rapport à la valeur trouvée pendant la mesure par rapport aux normes. Est-ce que c'est une convulsion prolongée qui est responsable de son état de conscience, ou bien c'est un état convulsif, c'est un état de mal non convulsivant? Et enfin, est-ce que la cause, elle va rester indéterminée? C'est-à-dire, on a éliminé toutes les autres 15 items et la cause, elle reste indéterminée. Est-ce qu'il y a encore du temps? Donc, on va traiter, l'essentiel, c'est de traiter chaque anomalie trouvée de manière simultanée. D'accord? D'ailleurs, commençons déjà par l'exemple de l'état de choc. Le traitement de l'état de choc, dès qu'on reconnaît l'état de choc, on doit faire un diagnostic étiologique. Est-ce que c'est un état de choc septique? Est-ce que c'est un état de choc cardiogénique? Est-ce que c'est un état de choc hémorragique? Est-ce que c'est un état de choc anaphylactique? Et pour la prise en charge thérapeutique, on commence en général par un remplissage. Après 20 minutes, on va évaluer ce remplissage. Et durant ces 20 minutes, il y a plein de choses à faire pour cet enfant. Voilà, sepsis, on doit ajouter l'antibiothérapie et faire le prélèvement nécessaire. Le traumatisme, ils ont des guidelines à part. Pour l'acidocétose diabétique, la même chose. Pour l'hypoglycémie, faire une correction intraveineuse. Pour les tout petits, c'est 2 ml par kilo en IV. Pour les plus grands, c'est 5 ml par kilo. Et puis réévaluer. Pour les acidocétoses, mais sans hyperglycémie, on doit faire appel à un métabolicien et on a déjà fait le prélèvement à conserver pour les analyses nécessaires. Pour les méningites bactériennes, on doit passer l'antibiothérapie adéquate, l'herpès, l'acyclovir, pour l'abcès, en plus, élargir l'antibiothérapie et l'avis du neurochirurgien et le traitement nécessaire pour, voilà, on a revu les indications de la fonction lombaire. L'hypertension intracrânienne, c'est le positionnement, discuter, faire attention avec les fluides, avec le risque d'œdème cérébral et considérer l'intubation, le mannitol en fonction des protocoles locaux. L'hypertension artérielle doit être gérée avec prudence pour n'avoir ni hypertension ni hypotension pour protéger le cerveau. Voilà, je passe rapidement. Alors, on arrive aux causes inconnues. Mais avant d'arriver aux causes inconnues, on a éliminé 15 situations. Donc, si à ce stade, la cause, elle reste inconnue, on doit revoir les bilans. Le scanner cérébral, s'il n'est pas encore indiqué, la ponction lombaire, si elle est anodine et si elle est sans contre-indication et si elle n'est pas encore faite, on doit faire les examens toxicologiques et bilan métabolique. Les traitements de support en attendant d'éclaircir plus l'étiologie et commencer une antibiothérapie et de la cyclovir en attendant de récupérer tous les bilans et éclaircir le tableau. Voilà. Après, on peut passer à d'autres considérations, notamment le G pour éliminer un état de mal non convulsivant, le bilan métabolique. On peut penser également aux maladies auto-immunes, les vascularites. Voilà, et le bilan thyroïdien en pensant à l'Hashimoto, à l'encéphalite liée à l'Hashimoto. Voilà. Les messages, je pense que le message le plus important, c'est de revoir les règles de l'accueil aux urgences pédiatriques et dès l'identification de l'urgence, alerter, agir, mener de manière simultanée. Je pense que la clé de toute cette présentation, c'est simultané. L'équipe doit agir de manière simultanée, de manière synergique. L'interrogatoire, l'examen clinique, les explorations, le traitement de manière simultanée. Toujours se rappeler que le D, les troubles de conscience, ça vient après le ABC. D'accord? Il faut identifier tous les problèmes de manière simultanée plutôt que séquentielle. Les causes et surtout ça, les causes individuelles. Une cause individuelle à elle seule ne peut pas expliquer un trouble de conscience. Il faut toujours aller chercher l'association d'étiologie. Cas de diagnostic, si le diagnostic reste toujours inconnu, qu'est-ce qu'on doit faire? Pas oublier de reprendre l'interrogatoire,
envoyer l'externe pour refaire l'interrogatoire parce qu'ils ont leur manière pour ressortir les anomalies. Alors reprendre l'interrogatoire, l'examen clinique complet, vérifier les étapes, étape par étape. Est-ce qu'on a respecté toutes les étapes? Demander les avis, changer de main avant de se lancer vers est-ce que ce n'est pas une maladie métabolique rare? Est-ce que ça n'a pas été traité par ma conduite à tenir? Il faut toujours penser aux sévices et aux intoxications, parce que ce n'est pas déclaré. Et bien sûr, je dois souligner à la fin l'importance d'avoir un algorithme. C'est pour avoir un plan d'action rapide, le seul garant d'une bonne prise en charge, une équipe formée, dans notre contexte, former l'équipe, d'accord? Et cette équipe, elle doit être multidisciplinaire, mais sécurité. Donc l'équipe qui va faire le triage et les radiologues, l'interne, le résident, le médecin généraliste, l'infirmière et les biologistes, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, et surtout, le plus grand défi, c'est de ne pas perdre la pédale et de rester calme jusqu'à la fin. Merci, professeur Nénia et professeur Brousse, d'avoir traité de sujets vraiment difficiles, de questions très vagues. La prise en charge des troubles de conscience, traumatiques et non traumatiques chez l'enfant, c'est deux questions vraiment difficiles à traiter. À vous la parole si vous avez des questions. Bonjour. Écoute, c'est un exposé marathon et vraiment, ce qu'on fait est exceptionnel de faire ça en aussi peu de temps. Bon, vous ne pouviez pas tout dire. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, que dans les ponctions lombaires, il y a deux contre-indications majeures, c'est le trompe la crasse, les hypocalcémies majeures. Tu fais une ponction lombaire, tu tues l'enfant parce qu'il y en a avec. Mais c'est pas possible. Vous avez fait trop de choses. C'est un survol exceptionnel. Et moi, ce que je voulais surtout vous dire, il faut se battre pour avoir les gaz du sang. Si vous n'avez pas les gaz du sang, ce n'est pas possible de gérer des enfants comme ça. Parce que se baser sur une saturation, si elle baisse, vous pouvez avoir une très bonne saturation avec un pH très bas et une PCO2 au plafond. Et donc, quand vous arrivez à ce pH qui est très très bas, ben l'enfant il est mort. C'est-à-dire que même si vous le rattrapez, par la suite, vous êtes avec des troubles de la crasse, vous êtes avec plein de choses que vous ne pouvez pas rattraper. La deuxième des choses, je pense qu'on est un petit peu revenu sur un remplissage à 60 ml/kg. Je suis désolé de le dire comme ça, mais il est préférable actuellement, d'après les écrits, de ne pas dépasser 30 000 kg durant les 4 premières heures. 4 premières heures. Les 4 premières heures. Pourquoi? Parce que quand tu remplis beaucoup, si tu n'as pas la possibilité de voir la veine cave inférieure, le retour veineux du rein ne se fait pas bien. Retour veineux ne se fait pas bien. Et si tu n'as pas de retour veineux, le rein est comme un casque. Comme il n'y a pas de retour veineux, il y a un œdème rénal du rein très important. Et 3-4 jours après, vous avez une insuffisance rénale majeure avec des problèmes tubulaires, etc. Et nous voyons beaucoup ça chez ces enfants qui sont remplis à l'aveugle, qui sont trop remplis. Et même chez l'adulte, on est en train de revenir et il est actuellement 40 ml/kg, c'est beaucoup. Donc on peut faire 20, mais vraiment il faut du monitoring très important pour ne pas créer des dégâts pour le futur. Voilà. D'accord. Pour les 30 sur 4 heures, comment vous gérez ces 30 sur 4 heures? C'est-à-dire on peut faire 20, à la rigueur on peut faire 10 ou 20 par la suite. Si vous avez une écho cardiaque et que vous voyez votre taux de remplissage, c'est ce qu'on veut. Mais si vous ne les avez pas, vous pouvez créer des problèmes par la suite. Donc il faut faire très attention. Et vous savez que les Américains actuellement, vous avez deux choses à voir. Vous devez voir la radio du cœur, voir si tu es bien rempli. Et le meilleur, ça c'est surtout le nouveau-né, le meilleur moyen de savoir si c'est un remplissage est bien fait,
C'est de voir le temps de recoloration, figurez-vous. On est en train de revenir parce que c'est la circulation, c'est la microcirculation qui se juge. Et il n'est pas important actuellement de traiter des tensions si vous avez un temps de recoloration qui est correct. Vous pouvez, mais j'ignorais totalement un collapsus, mais grossièrement, si on n'a pas les moyens, etc., et tout ça, sachez que la diastolique, c'est le remplissage, et la systolique, c'est les drogues. S'ils sont basses. Mais c'est juste sur la moyenne, bien sûr. Voilà, mais bon, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais bravo, c'est exceptionnel ce que vous avez fait, de nous donner une idée de tout ça, et c'est extrêmement important. Merci. Donc, merci pour votre remarque. Tout ce que j'ai trouvé, c'est pour la limitation de remplissage, c'est lorsqu'on a une acidose, lorsqu'on a une suspicion d'hypertension intracrânienne, on doit limiter, au lieu de passer 20, on passe 10 ml. Mais franchement, cette histoire de rein est extrêmement importante. Lisez-la. Vous allez voir que le rein est extrêmement important pour le futur et pour le décours de réanimation. D'accord, merci beaucoup. Une dernière question. Non, bravo Khalila, c'était très intéressant. C'est vrai que la question est très complexe. Tu l'as abordée d'une façon, tu as essayé de la simplifier en tout cas. Moi j'ai trois petits commentaires. Tu as très bien fait d'éliminer au début les étiologies connues, donc ça t'enlève déjà une grande partie. Mais d'habitude, devant un enfant comateux, la porte d'entrée, est-ce qu'il respire, il ne respire pas? Parce que s'il respire, vous allez le mettre en PLS et vous avez commencé simultanément à faire tout ce que vous avez dit, tout en surveillant. S'il ne respire pas, c'est d'abord engager le secourisme et ensuite aller chercher. Deuxième niveau, c'est coma fébrile ou apéritique. Mais la seule réflexion que j'ai, c'est de penser simultanément à l'intoxication. Parce que parfois, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire et si on laisse en dernier l'intoxication, on risque de perdre du temps. Donc c'était juste des réflexions comme ça, mais c'est vrai que la question est très compliquée. Je te félicite de la façon avec laquelle tu l'as abordée. Merci beaucoup, cher maître. Nous sommes désolés, comme nous sommes un peu en retard. On doit passer à la prochaine session de cardio-pédiatrique. J'appelle professeur Barakat, docteur Katif et docteur Warzazi pour la modérer. Merci. Donc, souhaitons que vous ayez ces outils bientôt. Merci pour la clarté de votre présentation. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez une expérience concernant les conseils médicaux en environnement intérieur? Ah, ouais. Alors oui, j'ai une expérience. Pour vous décrire très rapidement le paysage français, à Paris, c'est un service public, service d'hygiène de la ville de Paris, qu'on peut déclencher. Et partout ailleurs, c'est des conseillers souvent privés qui peuvent être financés parfois en écrivant beaucoup de lettres par les conseils généraux, mais souvent les patients ont à payer et ça peut coûter, pour vous donner une idée, à peu près 200 €. Mais si vous avez des familles qui ont les moyens, et ça peut être très intéressant, notamment pour les moisissures, même les composés organiques volatiles, enfin, ce qu'ils livrent. Mais je dois dire que moi, le plus gros souci que j'ai eu cliniquement, en dehors des pneumopathies aviaires, etc., c'est quand même des familles très défavorisées dans le 20e arrondissement à Paris, qui ont des moisissures partout, etc. Et là, par ce type de rapport, parfois on a pu les faire reloger, et puis parfois on a pu comprendre que voilà pourquoi ils avaient un asthme sévère, parce qu'il y avait plein de moisissures au domicile. Oui. Nous avons beaucoup de problèmes d'observance parce que c'est une maladie où il y a de la stigmatisation autour de la maladie elle-même et autour de l'utilisation des sprays. Ce qui est bizarre, c'est que parfois les patients utilisent la forme sirop, le simple étamol sirop, alors qu'ils n'aiment pas utiliser le spray. Donc, avant d'aller vers les paillets, il faut avoir bien sûr. Une bonne évaluation et ce n'est pas toujours facilement avoué dans notre contexte. Ouais. Mais votre commentaire, vous connaissez bien sûr 1000 fois mieux que moi votre contexte, mais vous avez complètement raison. Complètement raison. Est-ce qu'il y a un traitement traditionnel
Alors déjà, je vous remercie pour votre question, mais je m'attriste à chaque fois, sincèrement, que la ventoline sirop soit encore commercialisée, parce que pour atteindre des taux thérapeutiques, on atteint clairement la toxicité. Donc c'est un médicament, oui, moi je l'ai peut-être connu il y a 35 ans, voilà, mais il faut qu'elle sorte de la pharmacopée. Pour les médicaments traditionnels, je dirais que le miel, ça a été très évalué dans la toux chronique, mais parce que parfois on confond asthme et toux chronique, et ça c'est un sujet moi qui me passionne, je pourrais en parler des heures. Oui, les thérapeutiques traditionnelles marchent dans la toux. Dans l'asthme, à mon sens, ce qui marche parfois, c'est les techniques respiratoires pour éviter l'amplification de la crise, etc. Je serai à Djerba la semaine prochaine, j'ai un atelier avec notre ami sur la tuberculose, mais j'en ai un autre sur l'asthme d'effort, et j'ai un cas clinique passionnant qui s'est amélioré avec des techniques respiratoires. Donc ça peut être une approche, mais nous on vit la même chose, hein, et moi toutes mes consultations, je passe mon temps à essayer de... Et on sait, vous le savez tous, hein, qu'il y a eu des études, notamment une qui est extrêmement connue, qui s'appelle M. Milgrom aux États-Unis, qui est un peu ancienne, qui avait donné des sprays avec mouchard, hein, et qui avait demandé, qui enregistrait ce que le patient avait vraiment pris, et qui avait demandé aux praticiens d'évaluer l'observance du patient. Eh bien, c'était complètement décorrélé. Le praticien passait son temps à se planter et les patients passaient leur temps à mentir aux médecins. Et c'est un vrai métier d'essayer de faire le moins mal possible en mettant le patient en confiance et en lui remontrant les techniques d'inhalation et en lui parlant des effets secondaires, en le rassurant. Enfin, vous connaissez ça. Juste une dernière question, petite. Parce qu'on a parfois une pratique qui se fait, je voulais avoir votre avis, la nébulisation à domicile par le salbutamol en cas de crise. La nébulisation faite par le patient. Par le patient, avec un appareil versus chambre. Parce qu'il y a une phobie sur la... Si tu prends la baisse d'évidence médecine, il y a eu beaucoup d'études comme ça il y a plus de 20 ans aux urgences et qui ne montraient pas de différence. Hein. Pas de différence. Et ça ne s'est pas fait parce que finalement ça arrange les urgences de coller le nébuliseur. Et puis voilà. Et il y a un autre problème qui est qu'une chambre d'inhalation, normalement, c'est un dispositif à patient unique. Alors qu'un nébuliseur, c'est jetable. Et donc, voilà. Donc la réponse est celle-là, mais il y a bien sûr des tas d'exceptions. Et moi, j'ai quelques patients. Alors d'abord, j'ai des tousseurs chroniques à qui je donne du budesonide nébulisé à domicile. Ça m'aide beaucoup pour éviter les prises de corticoïdes par voie générale. Mais j'ai quelques patients. Alors, chez le nourrisson, ça, c'est encore une autre réponse. Chez le nourrisson, ça a sa place. Et à l'âge scolaire, je vais dire, c'est exceptionnel. Voilà. On va passer à... Merci beaucoup, professeur Bertrand.